Pour moi, j'ai peine à concevoir comment on rend assez peu d'honneur aux femmes pour leur oser adresser sans cesse ces fades propos galants, ces compliments insultants et moqueurs auxquels on ne daigne pas même donner un air de bonne foi. Les outrager par ces évidents mensonges, n'est-ce pas leur déclarer assez nettement qu'on ne trouve aucune vérité obligeante à leur dire, que l'amour se fasse illusion sur les qualités de ce qu'on aime? Cela n'arrive que trop souvent. Mais est-il question d'amour dans tout ce maussade jargon? Ceux mêmes qui s'en servent ne s'en servent-ils pas également pour toutes les femmes? Et ne serait-il pas au désespoir qu'on les crût sérieusement amoureux d'une seule? Qu'ils ne s'en inquiètent pas. Il faudrait avoir d'étranges idées de l'amour pour les en croire capables, et rien n'est plus éloigné de son ton que celui de la galanterie. De la manière que je conçois cette passion terrible, son trouble, ses égarements, ses palpitations, ses transports, ses brûlantes expressions, son silence plus énergique, ses inexprimables regards, que leur timidité rend téméraire, et qui montrent les désirs par la crainte, il me semble qu'après un langage aussi véhément, si l'amant venait à dire une seule fois « je vous aime », l'amante indignée lui répondrait « vous ne m'aimez plus » et ne le reverrait de sa vie. Nos cercles conservent encore parmi nous quelques images des mœurs antiques. Les hommes entre eux, dispensés de rabaisser leurs idées à la portée des femmes et d'habiller galamment la raison, peuvent se livrer à des discours graves et sérieux, sans crainte du ridicule. On ose parler de patrie et de vertu, sans passer pour rabâcheur. On ose être soi-même, sans s'asservir aux maximes d'une caillette. Si le tour de la conversation devient moins poli, les raisons prennent plus de poids. On ne se paye point de plaisanterie ni de gentillesse. On ne se tire point d'affaire par de bons mots. On ne se ménage point dans la dispute, chacun se sentant attaqué de toutes les forces de son adversaire est obligé d'employer toutes les siennes pour se défendre. Voilà comment l'esprit acquiert de la justesse et de la vigueur. S'il se mêle à tout cela quelques propos licencieux, il ne faut point trop s'en effaroucher. Les moins grossiers ne sont pas toujours les plus honnêtes, et ce langage un peu rustaud est préférable encore à ce style plus recherché dans lequel les deux sexes se séduisent mutuellement et se familiarisent décemment avec le vice. La manière de vivre, plus conforme aux inclinations de l'homme, est aussi mieux assortie à son tempérament. On ne reste point toute la journée établi sur une chaise. On se livre à des jeux d'exercice. On va, on vient. Plusieurs cercles se tiennent à la campagne, d'autres s'y rendent. On a des jardins pour la promenade, des cours spacieuses pour s'exercer, un grand lac pour nager, tout le pays ouvert pour la chasse. Et il ne faut pas croire que cette chasse se fera aussi commodément qu'aux environs de Paris, où l'on trouve le gibier sous ses pieds et où l'on tire à cheval. Enfin, ces honnêtes et innocentes institutions rassemblent tout ce qui peut contribuer à former dans les mêmes hommes des amis, des citoyens, des soldats, et par conséquent tout ce qui convient le mieux à un peuple libre. On accuse nos défauts les sociétés des femmes, c'est de les rendre médisantes et satiriques. Et l'on peut bien comprendre en effet que les anecdotes d'une petite ville n'échappent pas à ces comités féminins. On pense bien aussi que les maris absents y sont peu ménagés, et que toute femme jolie et fêtée n'a pas beau jeu dans le cercle de sa voisine. Mais peut-être y a-t-il dans cet inconvénient plus de bien que de mal, et toujours est-il incontestablement moindre que ceux dont il tient la place. Car lequel vaut le mieux, qu'une femme dise avec ses amis du mal de son mari, ou que, tête à tête avec un homme, elle lui en fasse, qu'elle critique le désordre de sa voisine, ou qu'elle l'imite. Quoique les genevoises disent assez librement ce qu'elles savent, et quelquefois ce qu'elles conjecturent, elles ont une véritable horreur de la calomnie, et l'on ne leur entendra jamais intenter contre autrui des accusations qu'elles croient fausses. Tandis qu'en d'autres pays, les femmes, également coupables par leur silence et par leur discours, cachent, de peur de représailles, le mal qu'elles savent et publient par vengeance celui qu'elles ont inventé. Combien de scandales publics ne retient pas la crainte de ces sévères observatrices? Elles font presque dans notre ville la fonction de censeurs. C'est ainsi que dans les beaux temps de Rome, les citoyens, surveillant les uns des autres, s'accusaient publiquement par zèle pour la justice. Mais quand Rome fut corrompue et qu'il ne resta plus rien à faire pour les bonnes mœurs que de cacher les mauvaises, la haine des vices qui les démasquent en devint un. Aux citoyens zélés succédèrent les délateurs infâmes, et au lieu qu'autrefois les bons accusaient les méchants, ils en furent accusés à leur tour. Grâce au ciel, nous sommes loin d'un terme si funeste. Nous ne sommes point réduits à nous cacher à nos propres yeux de peur de nous faire horreur. Pour moi, je n'en aurai pas meilleure opinion des femmes quand elles seront plus circonspectes.
On se ménagera davantage quand on aura plus de raisons de se ménager, et que chacune aura besoin pour elle-même de la discrétion dont elle donnera l'exemple aux autres. Qu'on ne s'alarme donc point tant du caquet des sociétés de femmes. Qu'elles médisent tant qu'elles voudront pourvu qu'elles médisent entre elles. Des femmes véritablement corrompues ne sauraient supporter longtemps cette manière de vivre. Et quelque chère que leur pût être la médisance, elles voudraient médire avec des hommes. Quoi qu'on m'ait pu dire à cet égard, je n'ai jamais vu aucune de ces sociétés sans un secret mouvement d'estime et de respect pour celles qui la composaient. Telle est, me disais-je, la destination de la nature qui donne différents goûts aux deux sexes afin qu'ils vivent séparés et chacun à sa manière. Ces aimables personnes passent ainsi leur jour, livrées aux occupations qui leur conviennent ou à des amusements innocents et simples, très propres à toucher un cœur honnête et à donner bonne opinion d'elles. Je ne sais ce qu'elles ont dit, mais elles ont vécu ensemble. Elles ont pu parler des hommes, mais elles ne se sont pas passées d'eux. Et tandis qu'elles critiquaient si sévèrement la conduite des autres, au moins la leur était irréprochable. Les cercles d'hommes ont aussi leurs inconvénients, sans doute. Quoi d'humain n'a pas les siens? On joue, on boit, on s'enivre, on passe les nuits. Tout cela peut être vrai, tout cela peut être exagéré. Il y a partout mélange de bien et de mal, mais à diverses mesures. On abuse de tout, axiome trivial sur lequel on ne doit ni tout rejeter, ni tout admettre. La règle pour choisir est simple. Quand le bien surpasse le mal, la chose doit être admise malgré ses inconvénients. Quand le mal surpasse le bien, il la faut rejeter même avec ses avantages. Quand la chose est bonne en elle-même, et n'est mauvaise que dans ses abus, quand les abus peuvent être prévenus sans beaucoup de peine, ou tolérés sans grand préjudice, ils peuvent servir de prétexte, et non de raison, pour abolir un usage utile. Mais ce qui est mauvais en soi sera toujours mauvais, quoi qu'on fasse pour en tirer un bon usage. Telle est la différence essentielle des cercles au spectacle. Les citoyens d'un même État, les habitants d'une même ville, ne sont point des anachorètes. Ils ne sauraient vivre toujours seuls et séparés. Quand ils le pourraient, il ne faudrait pas les y contraindre. Il n'y a que le plus farouche despotisme qui s'alarme à la vue de 7 ou 8 hommes assemblés, craignant toujours que leurs entretiens ne roulent sur leur misère. Or, de toutes les sortes de liaisons qui peuvent rassembler les particuliers dans une ville comme la nôtre, les cercles forment sans contredit la plus raisonnable, la plus honnête et la moins dangereuse, parce qu'elle ne veut ni ne peut se cacher, qu'elle est publique, permise, et que l'ordre et la règle y règnent. Il est même facile à démontrer que les abus qui peuvent en résulter naîtraient également de toutes les autres, ou qu'elles en produiraient de plus grands encore. Avant de songer à détruire un usage établi, on doit avoir bien pesé ceux qui s'introduiront à sa place. Quiconque on pourra proposer un qui soit praticable et duquel ne résulte aucun abus, qu'il le propose, et qu'ensuite les cercles soient abolis. À la bonne heure. En attendant, laissons, s'il le faut, passer la nuit à boire à ceux qui, sans cela, la passeraient peut-être à faire pis. Toute intempérance est vicieuse, et surtout celle qui nous ôte la plus noble de nos facultés. L'excès du vin dégrade l'homme, aliène au moins sa raison pour un temps, et l'abrutit à la longue. Mais enfin, le goût du vin n'est pas un crime. Il en fait rarement commettre. Il rend l'homme stupide, et non pas méchant. Ne calomnions point le vice même. N'a-t-il pas assez de sa laideur? Le vin ne donne pas de la méchanceté, il la décèle. Celui qui tua Clitus dans l'ivresse fit mourir Philotas de sang-froid. Si l'ivresse a ses fureurs, quelle passion n'a pas les siennes? La différence est que les autres restent au fond de l'âme et que celle-là s'allume et s'éteint à l'instant. À cet emportement près, qui passe et qu'on évite aisément, soyons sûrs que quiconque fait dans le vin de méchantes actions couve à jeun de méchants desseins. Pour une querelle passagère qu'ils causent, ils forment 100 attachements durables. Généralement parlant, les buveurs ont de la cordialité, de la franchise. Ils sont presque tous bons, droits, justes, fidèles, braves et honnêtes gens à leurs défauts près. En ose-t-on dire autant des vices que l'on substitue à celui-là? Ou bien prétend-on faire de toute une ville un peuple d'hommes sans défaut et retenus en toutes choses? Combien de vertus apparentes cachent souvent des vices réels? Le sage est sobre par tempérance, le fourbe l'est par fausseté. Dans les pays de mauvaises mœurs, d'intrigue, de trahison, d'adultère, on redoute un état d'indiscrétion où le cœur se montre sans qu'on y songe. Partout, les gens qui abhorrent le plus l'ivresse sont ceux qui ont plus d'intérêt à s'en garantir. En Suisse, elle est presque en estime. À Naples, elle est en horreur. Mais au fond, laquelle est le plus à craindre, de l'intempérance du Suisse ou de la réserve de l'Italien? Cette lecture est extraite de la lettre à M. d'Alembert sur les spectacles de Jean-Jacques Rousseau.